Hello, c'est Naomi. Et Luana, bienvenue sur Salva Papote, le podcast de deux sœurs voyageuses. Alors aujourd'hui, on va vous parler argent, mais avant ça, on fait un petit rappel de qui on est. Donc on est deux sœurs, Naomi et Luana, qui avons voyagé pendant 1 an et quelques, donc à partir de février 2023. On a décidé de lancer un podcast, on va vous raconter toutes nos anecdotes de voyage, nos conseils. On a déjà fait un premier épisode où on vous a un peu expliqué la préparation du voyage, tous nos conseils, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il ne faut pas amener. Et donc n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode, mais aujourd'hui, on se focus sur l'argent. Dans cet épisode aujourd'hui, on va vous parler du budget qu'on s'était fixé, on va vous donner les montants, on va parler des applications qu'on utilisait pour pouvoir suivre nos dépenses pendant le voyage, on va vous donner nos tips sur comment on économisait de l'argent pour tout ce qui est nourriture, transport, activité, hébergement. On va également vous donner nos techniques de négociation imparables et on va vous parler de nos mésaventures, des arnaques qu'on a pu avoir et à la fin de l'épisode, on va même vous raconter nos anecdotes sur la tuk-tuk mafia sri-lankaise qui, pour ceux qui sont déjà allés au Sri Lanka, est omniprésente et on a pas mal d'anecdotes à ce sujet-là. Alors l'argent, on sait que c'est un sujet hyper important, c'est vraiment une question qui revient à chaque fois dans le voyage et surtout qu'on a voyagé quand même assez longtemps, de comment on a financé ce voyage, est-ce que nos parents ont payé ce voyage pour nous. Donc spoiler alert, non, on a économisé, donc nos parents nous ont pas payé, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Ouais. On nous a aussi demandé si on était riches. Ouais. Parce que les gens ils étaient là, comment vous faites pour voyager autant de temps? Est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous avez de l'argent de côté qu'on n'était pas au courant? Mais non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment juste sur nos économies, quoi. Du coup, pour fixer le budget, en fait, on était parti sur 32 € par jour. Et ce qui faisait à peu près 1 000 € par mois. Et en fait, ça, on s'était basé sur le site Tour du Mondis, qui est un site, comme le nom l'indique, qui aide les personnes qui vont faire des tours du monde et qui montre à peu près les prix dans chaque pays. Et donc, nous, on avait fait au global ce qu'on aurait aimé réussir à atteindre. Au total, ça nous faisait à peu près 12 000 € par an. Bon, on a un peu dépassé le budget, mais comme les voyageurs le savent, c'est très, très, très difficile de tenir le budget. Mais je trouve qu'on s'en est quand même pas mal sortis. Et c'est surtout que Tour du Mondis prenait pas en compte l'inflation. Et on a eu des augmentations des prix basiques de courses, par exemple, qui atteignaient des 15% d'augmentation dans des pays comme le Chili. Et en fait, c'est vrai que nous, on a commencé par le Chili, le voyage. Du coup, quand on est arrivé, on n'était pas préparé à avoir des prix aussi élevés. Genre, par exemple, dans certains endroits au Chili, notamment vers Puerto Rio Tranquilo, qui est dans la Carretera Austral, donc vers le milieu sud du Chili, les prix, ils sont beaucoup plus élevés qu'à Paris. Genre, pour faire un plein de courses, c'était démesuré. On pouvait payer des 5 € notre paquet de pâtes. Et c'est vrai que quand on est arrivé, c'était un peu le choc de « Oh my god, si c'est comme ça pendant tout le long du voyage, on va pas pouvoir tenir notre budget. » Oui, et en fait, les prix étaient tellement élevés par rapport à ce qu'on attendait qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on mangeait des sandwichs presque tous les jours avec le pain premier prix, le jambon premier prix, le fromage premier prix. Vraiment, c'était le début du voyage. C'était un peu la loose niveau alimentaire. C'était une catastrophe. Et je me souviens que on était allé faire notre plein de courses à Puerto Rio Tranquilo et on s'était dit à un moment parce qu'on n'en pouvait plus de manger des sandwichs au blanc de dinde, mais vraiment le truc immonde quoi. Le truc, tu le vois dans le magasin, déjà c'est rose, tu sais pas pourquoi c'est rose, enfin bref. Et on s'est dit, vas-y, on se fait une petite folie aujourd'hui, on se prend du thon. Et du coup, on est parti, et sauf que bon, nous, les radis universels, on regarde thon par thon, et on prend le thon le moins cher qu'il y avait. Et à un moment, je sais pas, donc on se fait notre petite salade, on mange et tout, on dit, mais le thon, il pue la mort. Même la texture. Il avait une tête bizarre aussi, vraiment, c'était... Non mais c'était immonde, quoi. Le truc était trop bizarre. Et le goût était vraiment pas bon, alors que nous, on n'est pas très difficile. En vrai, on essaye quand même de manger un peu de tout. Mais là, particulièrement, c'était bizarre. Ouais. Et on a senti le truc, ouais. Parce qu'on était là en mode... Mais surtout, il sentait une odeur, mais... Comme si, je sais pas, les tripes de la mer, c'était horrible. Ouais. Et en fait, moi, pour anecdote, j'ai fait un échange universitaire à Rio pendant 6 mois. Et donc, j'avais des amis chiliens qu'on a vus à la fin de notre mois au Chili. Et en gros, on leur a raconté cette anecdote en disant, oui, vos thons ici au Chili, ils sont un petit peu bizarres. Ils sont pas très bons. Ils ont une texture bizarre. Et en fait, ils nous ont dit, non, ce thon-là, particulièrement, c'est un thon pour les animaux, en fait. Ouais, vous avez pris, genre, le thon pour chien. Et on était là, genre, dans mais mon Dieu. Oh my god. On s'est dit, mais, make sense. C'est fou. Vraiment, c'était immonde. C'était dégueu, mais au moins on a su pourquoi, parce qu'on se demande c'était tellement dégueu. Après, on n'a plus du tout acheté de thon au Chili. Ça nous a traumatisé. Mais je crois qu'on n'a plus jamais acheté de thon, ça nous a traumatisé, quoi. C'est vrai. Mais bon, ouais, c'était une anecdote assez marrante de vraiment le début hyper galère de notre voyage. Ouais. Parce que c'était beaucoup trop cher et parce que justement, Tour du Mondis n'avait pas pris en compte l'inflation dans leur prix. Donc vous faites pas avoir sur ce truc-là. C'est compliqué d'être sur les mêmes budgets que ce que revendique Tour du Mondis, quoi. Oui. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de toujours se dire que même si vous prévoyez un budget,
de toujours prendre une marge de 10-15% en plus, parce que dans tous les cas, vous allez jamais tenir vraiment à la lettre votre budget, à moins que vous vous restreigniez énormément. Et en fait, c'est pas le but non plus de partir un an et de se restreindre, parce que on se sent très très vite frustré. Et c'est surtout que la nourriture, ça fait quand même beaucoup partie de l'expérience. Enfin, je sais que toi, c'était vraiment ton cas. Genre vraiment, la nourriture, c'est limite si c'est pas le truc le plus important de l'expérience pour elle. Du coup, ça nous a grave impacté le moral. Enfin, toi particulièrement, mais parce que bon, au bout d'un mois, manger des sandwichs à la fin, vraiment, tu pètes un plomb, quoi. Oui, parce que moi, je voulais découvrir les saveurs de l'Amérique latine, et là, je me retrouve à manger les vieux sandwichs que je mange même pas en France, parce que je n'aime pas les sandwichs. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, oui, j'étais hyper frustrée. Et en fait, comme on pouvait pas aller au restaurant parce que c'était trop cher, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait souvent des sucreries. Bon, moi, j'adore les sucreries, donc ça m'allait, mais... Moi, j'ai jamais autant mangé de sucreries de ma vie qu'au Chili, quoi. Oui, c'est vrai, parce que normalement, t'es plus salé. Pas du tout, ouais, je mange pas. Mais pour le coup, on a testé, je pense, toutes les boulangeries du Chili. On a testé tellement de boulangeries et plein de spécialités chiliennes de sucreries. Et juste petite info, on a un compte Instagram de nourriture qui s'appelle Salva Food. Et on a répertorié un petit peu les spécialités, notamment chiliennes, mais de d'autres pays aussi, qu'on conseillait de goûter. Donc si vous voulez voir un petit peu la tête de toutes nos sucreries, n'hésitez pas à aller voir les comptes Insta. Mais par contre, moi j'ai en tête certaines sucreries du Chili qui étaient vraiment super bonnes. Donc ça a été quand même une partie de plaisir. Oui, cool, oui. On a quand même pu profiter sur ça, ouais. Et ce qui était assez marrant, pour rester sur le sujet de la nourriture, mais quand on est arrivé en Bolivie, du coup on a pété un plomb, parce que la Bolivie c'est vraiment pas cher. Et pour le coup, on est allé au resto, je pense, tous les jours, matin, midi, soir. On a fait tous les restos de La Paz. Oui, parce qu'en fait, en Bolivie, même les plats qui coûtaient cher, c'était peut-être 5 €. Et parfois même pour, je sais pas, quelque chose de bistronomique un peu différent, on payait 10 €. On est parti en live. Le paradis. Donc c'est pour ça, si vous le faites dans ce sens-là, Chili, frustration. Bolivie, c'est la libération. C'est la liberté, ouais. Pour en revenir au budget et pour pas vous garder le suspense jusqu'au bout, combien on a dépensé? On va vous donner des chiffres. Donc pendant les 9 mois et demi d'Amérique latine et centrale, on a dépensé environ 12 000 € par personne. On a un peu dépassé le budget, mais ça reste hyper raisonnable. Ce qui fait environ 1 260 € par mois. En sachant que Luana, elle a dépensé moins que moi parce que bon, je suis vraiment une accro du shopping et que par exemple en Colombie, j'ai dépensé 1 000 € en shopping, je n'arrivais plus à me contrôler. Au Salvador aussi. Le Salvador. Pépite atomique, les friperies du Salvador, on n'en parle pas assez, mais je n'ai jamais vu des friperies comme ça. C'est incroyable. Mais du coup, ouais, en globalité, je vous ai pas trop mis les dépenses shopping et tout, mais ça nous a fait à peu près 1 260 € par mois. Donc si on compte ça, moi je pense que j'étais plutôt autour de 10 500 et Naomi 12 000 et quelques. Donc ça montre aussi comment rapidement ça peut monter la note. Et si t'achètes des souvenirs et tout, parce que bon... Le but, c'est aussi de revenir avec quelques souvenirs, quoi. Et du coup, la deuxième partie du voyage, ça, c'est un peu plus compliqué de vous donner des chiffres un peu réels parce qu'on a fait pas mal d'allers-retours avec la France. C'était un peu n'importe quoi parce que, notamment, on était très, très fatigués du voyage et on pouvait plus tenir un rythme de backpack, de changer toutes les 3 jours de ville. Ce voyage-là, moi, j'arrivais plus à le tenir. Du coup, on a complètement changé notre manière de voyager sur la deuxième partie du voyage. Et aussi, on s'est séparés en fait à un moment du voyage, donc nos budgets ont vraiment... Enfin, moi j'ai fait un volontariat au Portugal, Naomi t'as fait la Corée, on est sur des budgets complètement différents pour 2 destinations très différentes, donc on peut pas vraiment fixer un budget backpack avec notre deuxième partie de voyage. Mais du coup, ouais, pour information, le voyage au global, donc comprenant l'Asie et même l'Afrique un peu, parce que j'ai été au Maroc, et l'Amérique centrale et latine, ça m'a coûté en total à peu près 25 000 €. Donc 1 an et demi de voyage, 25 000 €. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. En sachant que du coup, l'Asie, c'était pas du tout en mode backpack. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, je pense que vous pouvez partir de cette base-là pour votre tour du monde, si vous voulez faire un tour du monde. Il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup plus, d'autres qui dépensent beaucoup moins. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plein d'avions, par exemple en Amérique latine. Du coup, l'avion, ça coûte hyper cher, donc les dépenses, elles montent vite. Le fait d'être à 2 aussi, tu réduis vachement les dépenses parce qu'on se partageait beaucoup de lits à 2. Enfin, je pense aux couples notamment. Et aussi, on se partageait les taxis, tous les transports. Aussi, on a une marge de négociation, donc on est à 2. C'est plus facile de négocier un prix pour des activités que si t'es tout seul. Ça aide d'être à plusieurs sur les voyages. Du coup, nous, l'un des premiers conseils qu'on vous donne pour la question budget, argent, c'est vraiment d'ouvrir un compte en ligne et notamment chez Boursorama si vous pouvez ou n'importe quelle autre banque en ligne qui n'a pas de frais de retrait. Que ce soit en Amérique latine ou en Asie, on doit toujours payer en liquide, enfin presque tout le temps. Et on doit payer en liquide parfois des sommes qui sont de l'ordre de 400 €. 400 € en France, bon, c'est déjà un petit montant. Mais 400 € sur place, ça équivaut parfois à des salaires entiers.
et il faut pouvoir les sortir en liquide pour pouvoir payer les treks, votre nourriture au quotidien, tous les transports. Donc pensez bien à regarder les banques en ligne où vous n'avez pas de frais de retrait. Et je sais que sur le premier épisode, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé si on était sponsorisé par Boursorama, mais on n'est pas du tout sponsor, mais j'avoue qu'on en parle vraiment souvent parce que... On est hyper satisfaite en fait. Ouais. On est vraiment hyper satisfaite du service. Nous, c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment économiser beaucoup d'argent pendant tout le voyage, mais aussi on est satisfaite parce que quand on a eu besoin d'eux pour les assurances, ils ont été là, contrairement à d'autres assurances qui ont pris des mois et des mois avant de nous rembourser, donc on est satisfaite. Du coup, on est team Boursorama. Et si vous voulez, on mettra peut-être un petit code de parrainage si vous voulez nous aider, nous soutenir dans les commentaires. Et sinon, pendant le voyage, nous, on a utilisé pas mal l'application Tripcoin qui permet de tracer ses dépenses par catégorie et par pays, par devise, etc. Enfin, elle est vraiment bien faite. Ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir suivre nos dépenses au quotidien, vu qu'on dépense quand même beaucoup en liquide. Ça nous permet aussi de savoir combien on dépense en restaurant, combien on dépense en activité, enfin d'avoir vraiment le budget global par catégorie et par pays. Un conseil qu'on vous recommande, c'est de télécharger cette application-là, parce que elle est hyper utile pendant un voyage aussi long. Et en plus de ça, ça nous a permis de vous faire des bilans sur nos réseaux sociaux, notamment Salvatrip, par pays, pour avoir vraiment le suivi par catégorie de combien on a dépensé. Et une autre application qu'on a pas mal utilisée pendant le voyage, c'était l'application iGraal. iGraal, en fait, c'est une application qui est aussi un site internet de cashback. Ça veut dire que quand vous dépensez chez une certaine entreprise, vous recevez un pourcentage de votre achat de retour sur votre compte. Et du coup, nous, on utilisait ça pour les réservations Hostel World, les réservations Booking. Je crois qu'à un moment, ils avaient Airbnb. En fait, les entreprises qui sont dessus changent un petit peu tous les mois. Donc parfois, Hostel World, ils y étaient, parfois ils y étaient pas, donc on checkait. Et d'ailleurs, en parlant de cashback, il y a aussi Boursorama qui ont une fonctionnalité de cashback qui s'appelle The Corner au sein de leur application. Des fois, c'est plus intéressant que iGraal en termes de cashback. Donc, ils vont avoir des trip.com où ça permet de recevoir une somme sur les montants des billets d'avion que vous allez acheter. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais ils ont aussi du Booking, du Airbnb. Donc, voilà, on vous recommande quand même d'aller checker toutes les plateformes de cashback et voir lesquelles sont les plus intéressantes. Et d'ailleurs, si on parle de logement, vraiment, on vous conseille à fond d'aller en auberge de jeunesse. Déjà pour se faire des amis, mais aussi parce que c'est la façon la plus économique de voyager. Si vous aimez pas les dortoirs, vous pouvez aussi aller en chambre privée parce qu'il y a des auberges de jeunesse qui sont vraiment top. Parfois, quand on a l'image auberge de jeunesse, on dit « Ah, c'est crade ». Bon, ça peut être crade, mais parfois ça peut être super propre, super accueillant. Il y a des personnes qui sont des digital nomades, qui travaillent. Et en auberge aussi, ce qu'on vous conseille de faire, c'est en fait parfois d'aller directement, sans réserver, aller directement sur place pour pouvoir négocier les prix. Parce que parfois, comme certaines plateformes prennent des pourcentages de réservation, si vous venez directement sur place et que vous négociez un petit peu avec les propriétaires, ils vont faire la petite remise. Et nous, on ne savait pas du coup au début du voyage, mais vous pouvez aussi trouver tous les numéros WhatsApp sur Internet ou même sur les groupes de Français sur Facebook. Les gens communiquent vachement les WhatsApp des hôtels et des auberges. Vous pouvez faire du coup un premier contact comme ça et des fois juste réserver via WhatsApp et ça sera 10 fois moins cher que si vous passiez par Booking ou Hostel World. Et d'ailleurs, par rapport à ça, sur la partie Chili et notamment la Carretera Austral, en fait, il y avait très très peu d'informations en ligne sur les groupes Facebook, sur les routards, etc. Et donc, il y a beaucoup de numéros qui se passaient entre voyageurs. Et donc, ça passait beaucoup par WhatsApp, la réservation WhatsApp, et non pas par des plateformes. Donc voilà, il y a beaucoup de fois où les réservations aussi, ça peut passer sur WhatsApp. Et un point aussi, c'est que quand tu payes en liquide, t'as toujours une marge de négociation. Mais il faut y aller au culot. Donc, nous, on a tenté plein de fois. Et si on paye en cash, est-ce qu'on peut payer moins cher? Il y a toujours une marge de négociation. Et l'autre point, c'est quand vous dormez longtemps dans un endroit, donc plus d'une semaine souvent, vous avez aussi une marge de négociation. Et ça, nous, on a pu le faire dans plein d'endroits. Mais genre récemment, je pense plutôt du coup au Sri Lanka, où on est resté 3 semaines dans le même endroit. Et on avait déjà négocié le prix. On a renégocié une réduction parce qu'on était là, du coup, on reste une semaine de plus, il faut nous faire encore une réduction. Un peu forceuse, mais en même temps, c'est vrai que eux, ça les arrange aussi. Ils avaient personne dans la maison. Parce que nous, on a rencontré quand même pas mal de gens qui osaient pas, qui disaient, ah ouais, on savait pas. Parce que c'est vrai qu'en France, t'arrives pas en disant, est-ce que je peux avoir une réduction parce que je reste plus d'une semaine? Le propriétaire, il te rit au nez, quoi. Mais en Asie et en Amérique latine, ça se fait vraiment, tout le monde le fait. Donc, n'hésitez pas à faire. Ça se fait surtout parce que les personnes, en fait, ils restent souvent 2-3 jours. Donc, d'avoir des voyageurs qui restent plus long terme, eux, ça leur fait plaisir de pouvoir accueillir et de pas avoir de temps mort entre différents voyageurs. Donc c'est bénéf pour eux et c'est aussi bénéf pour nous. Après, du coup, en parlant de logement, franchement, nous, on a quand même dormi dans des taudis par moment, mais parce qu'on était des maxi-radines et parce qu'on était tout le temps à la recherche du prix le plus bas. Honnêtement, à refaire, par moment, je me serais dit, je préfère dormir dans un truc un peu plus quali parce que le problème, c'est que du coup, tu vois des photos sur Google, tu te dis, oh, bon, ça va, ça a l'air plutôt propre. Les avis,
plutôt ok, mais bon, des fois, il y a genre 5 avis, donc bon, on sait pas trop ce que ça vaut. Et tu te pointes dans l'endroit et le truc c'est mais horrible, ça pue la moisissure, il y a des cafards au sol, il y a des moustiques partout, enfin bref, le truc est immonde. Et donc j'ai deux trucs vraiment en tête, mais par exemple quand on a été au Chili, mais vraiment ce jour-là aussi on était vraiment en galère. En gros c'était une petite ville vraiment perdue au milieu de nulle part pour aller aux îles Chiloé, qui est des îles au Chili qui sont assez connues, sauf que les gens globalement ne s'arrêtent pas dans cette ville, ils prennent le ferry directement et ils partent. Et nous on savait pas, on est arrivés, il commençait à faire nuit, on n'avait pas de logement, il y avait rien sur internet, rien sur Booking, rien sur Airbnb. On est parti à la recherche d'un logement comme ça, avec notre sac à dos, on faisait du porte-à-porte, hein, littéralement. Et du coup, on est arrivé dans une maisonnette où il y avait un panneau location de chambre. C'était horrible, en vrai. Non, mais la maisonnette, au départ, ça allait. Il y avait une autre voyageuse, on s'est dit, bon, why not, on va y regarder. Et après, c'est vrai qu'on est rentré dans la chambre. Et je pense, comme on s'est dit, bon, on n'a pas d'autre choix, on va prendre cette chambre-là. C'était pas excessivement cher. Ah, c'était quand même cher, hein. C'était pas 15 € chacune? Ouais, ou 20 balles chacune. Ouais, mais bon, c'est le Chili, quoi. C'était les prix chiliens. Et en fait, il y avait une fenêtre dans la chambre, mais on s'était pas rendu compte que la fenêtre, elle menait sur le garage. Et donc, on avait les odeurs du garage qui rentraient dans la chambre et c'était... Non, mais c'est surtout, je sais pas ce qu'ils faisaient dans le garage. Il y avait une usine de je sais pas quoi, mais ça puait la mort dans la chambre. La chambre, elle était horrible. Mais quand je vous dis qu'elle était horrible, déjà, on était dans la chambre de quelqu'un, en fait. Parce qu'il y avait des affaires partout. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait des jeux, 100% personne n'a lavé les draps. Ouais, c'est sûr. Et je me souviens de la salle de bain, vraiment rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Il y avait une baignoire remplie à ras-bord d'eau marron, tu te souviens ou pas? Et les toilettes, elles étaient immondes. Et ça, début du voyage, hein. Ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va pas être possible. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ouais, c'est vrai que Naomi, contrairement à moi, elle a plus de mal à dormir dans tes sentiers moi, je peux pas. Moi, je me suis dit, bon, c'est dégueu, mais on reste une nuit, c'est le voyage, c'est un peu les expériences du voyage. C'est vrai que après 1 an de voyage, ce genre d'expérience, j'ai plus du tout envie de les faire. Au début, j'étais encore dans la fraîcheur de la nouveauté. Ouais, au début, t'es là en mode ça passera dans les anecdotes, quoi. Oui, après, tu supportes moins ce genre de choses. Mais on l'a refait au Sri Lanka parce que la première fois où on a été au Sri Lanka, juste après notre surf camp, on s'est dit, allez, on a trouvé un logement vraiment pas cher et tout sur Booking, machin. C'était vraiment pas cher, c'était 4 € la nuit, donc 2 € chacune. On n'avait pas regardé vraiment à 100% les photos. Je suis arrivée dans l'endroit et je me suis dit, ah, ça peut être possible, quoi. Je crois qu'on avait booké 3 nuits. J'ai fait une seule nuit, hein. Je me suis cassée dès le lendemain. Je me suis dit, je ne dors pas ici, c'est horrible. Ça puait l'humidité. Il y avait, mais je vous jure, je n'ai jamais vu autant de moustiques. On aurait pu faire un laboratoire tellement il y a de moustiques dans la chambre. Il faisait une chaleur. C'est un sauna, le truc. Plus l'humidité, plus les moustiques, plus tout. Et on a notre fenêtre donnée sur la cuisine. Donc on avait toutes les odeurs de la bouffe des gens. Plus du coup, bah, les cafards, les moustiques qui rentrent. Enfin, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, déjà, plus jamais je prends un logement sans clim, en fait. C'est bon. J'ai donné, je ne veux plus. En fait, à vouloir toujours rechercher le prix le plus bas, t'as aussi le service qui va avec et la qualité qui va avec. Donc, faut faire attention parce que ça a un impact énorme sur le moral. Parce que déjà, tu dors pas. Tu te sens mal, tu te sens sale. Ça peut impacter, quoi. Oui. Une manière aussi pendant le voyage de faire des économies au niveau du logement, c'est de faire du volontariat. Moi, j'ai fait ça pendant 1 mois au Portugal dans une auberge de jeunesse qui était à côté d'une ville de surf. En échange de quelques heures de travail par jour ou tous les 2-3 jours, j'avais le droit à un lit gratuit, heureusement, et aussi au petit déjeuner gratuit. J'avais aussi le droit d'utiliser les planches de surf de temps en temps. Donc, c'est un bon moyen de rester posé, de voyager, d'être en interaction avec plein de voyageurs et aussi de découvrir un endroit et de faire des économies. Et surtout que, on fera peut-être un épisode dédié aussi sur tout ce qui est fatigue dans le voyage et tout, mais je sais que nous, il y a eu certains moments dans le voyage où on est resté quand même 1 semaine, 2 semaines dans certains endroits. Et avec le recul, on se dit que ça aurait pu être sympa de faire du volontariat, notamment je pense à Cali en Colombie, qui est quand même un endroit qui est plutôt cool pour faire du volontariat, bah aussi parce que l'hostel était trop bien où on était. Et aussi une autre manière de faire des économies sur le logement, et je sais que nous on a rencontré pas mal de gens dans le voyage qui l'ont fait, c'est d'aller dormir chez l'habitant, chez des locaux. Et en vrai c'est une trop bonne manière je trouve de s'imprégner du pays, parce que du coup tu passes du temps avec des locaux, ils te font découvrir la ville d'une manière différente du coup que des touristes. Ils sont hyper curieux parce que ces personnes-là, ils veulent rencontrer des étrangers. Et en plus ça, tu dors gratuitement. Donc franchement, c'est tout bénef, quoi. Et c'est vrai que nous, en Bolivie, on s'est fait un copain qui s'appelle Thomas, qui est parti dormir chez chez l'habitant. Et du coup, on a fait la fête avec ce gars-là qui était hyper sympa. C'était une bonne manière, en tout cas, de voyager, je trouve, et de rencontrer des locaux, c'est de dormir chez l'habitant, quoi. Mais bon, c'est vrai que en tant que femme aussi, il y a peut-être un côté sécurité. Et donc là, nous, souvent, les personnes qui avaient fait ça, c'était soit des couples,
soit des hommes. Donc après, souvent sur les plateformes, il y a aussi des avis. Donc peut-être aller regarder les avis pour être certain que vous êtes dans un espace qui est sécurisé pour vous. Et c'est pas mal aussi de rencontrer des locaux de cette manière-là, parce que du coup, ils vont te faire visiter la ville différemment, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur ville. Donc tu vas découvrir des endroits un peu insolites. Et c'est vrai que nous emmenez souvent dans les mercatos. Donc c'est des marchés en Amérique latine où tu peux manger pour des 1 euro, littéralement. C'est super bon. Comme la cantine, en fait. Oui, c'est vraiment là où tu trouves tous les locaux, toutes les personnes qui travaillent la journée, ils viennent manger dans ces endroits-là. Et c'est, je trouve, l'endroit aussi où tu trouves la nourriture la plus authentique, la moins chère et la meilleure, en fait. Et du coup, nous, on allait tout le temps dans les mercados parce que c'est super bon et aussi parce que on est des grosses radines. Et il y a une série sur Netflix qui s'appelle Street Food in Latin America. Chaque épisode est une ville différente d'Amérique latine et ils vont aller chercher les meilleurs spots de street food dans chaque ville. Donc il y a un épisode à La Paz, il y a un épisode à Lima. Et nous, on a fait vraiment le tour de toutes les recommandations Netflix, on les a tous testées. Cette série-là, elle est incroyable. Vraiment, si vous pouvez aller la regarder. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'avant d'arriver dans la ville, on téléchargeait l'épisode et on la regardait. Et du coup, quand on arrivait dans la ville, on savait déjà quel stand on voulait essayer. Et en plus, ils racontent les histoires de façon tellement émouvante parce qu'ils vont parler de la nourriture, mais ils parlent aussi des cuisiniers, des personnes, des chefs qui font cette cuisine. Et c'est tellement beau. Et on voit le côté culturel de la nourriture, l'amour de la nourriture. Et nous, on adore ça. Et en plus, quand tu vois ça, t'as l'impression, enfin, ici en France, ça nous coûterait, je sais pas, 15 euros. Et là-bas, tu payes 2 euros pour quelque chose qui est fait avec amour, qui est bon, qui est beau. Enfin, franchement, on recommande à 100% de regarder cette série et de vraiment aller manger sur les marchés parce que je sais que parfois, nous, dans le voyage, il y avait des personnes qui nous disaient « Ah, on a un peu peur côté hygiène ». Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait hyper attention d'aller aussi dans les stands des marchés où on voyait qu'il y avait beaucoup de locaux parce qu'on savait que si les gens reviennent, c'est un certain gage de confiance. On a testé plein de stands qui étaient dans la série et c'est une trop bonne manière, je trouve, de découvrir la ville. Et genre, merci Netflix. Et d'ailleurs, vraiment, petit aparté sur ça aussi, mais Netflix a un peu changé la vie de ces gens-là parce que vu la queue qu'il y avait dans chacun des stands, tu te dis, en vrai, c'est trop beau, tu vois. Enfin, c'est une série sur Netflix que probablement, pas beaucoup de gens regardent en France, mais en tout cas, en Amérique latine, centrale et même, parce que j'ai fait aussi en Corée, j'avais fait à Séoul. Ça a changé la vie de ces personnes-là, donc hyper positif, quoi. Ouais. Voilà. Mais sinon, pour vous parler des stands, on a aussi eu des très mauvaises expériences. J'ai en tête un moment en Équateur, mais après, c'est un cas particulier où à Quito, les restaurants ferment à 16h parce que c'est trop dangereux de se balader le soir. Donc en fait, le soir, tu peux pas manger. Le midi, c'était un peu compliqué parce que nous, on est arrivé un jour férié. Vraiment, tout était fermé, même dans la rue et tout. Il y avait vraiment pas grand monde. Globalement, Quito, moi, c'est la ville où je me sentis le plus en insécurité de tout le voyage, je pense. Du coup, on n'osait pas trop se balader, donc on était vraiment notre auberge était collée à un mercado. Donc on a été dans ce mercado-là pour manger. On est arrivé, on était un peu submergé par tout ce qu'il y avait, on comprenait rien. À la différence peut-être de la Colombie ou d'autres endroits, là vraiment je trouvais que les plats étaient hyper particuliers, donc on comprenait pas ce qu'il y avait dans les plats. En fait, c'était vraiment des spécialités locales, donc nous on voyait juste des images, mais on se disait ah ça a l'air bon, mais en fait on savait pas qu'est-ce qu'on commandait. Et j'avoue on n'avait pas demandé. Mais je pense qu'on n'a pas demandé parce qu'on aime bien tester, donc pour moi on a tellement eu des bonnes expériences dans les marchés qu'on s'est pas dit que ça allait être quelque chose de bizarre, on s'est dit ah ça a l'air pas mal, let's go. Mais je crois que c'est toi qui as choisi, moi je t'ai suivi dans les trucs. Je sais pas si elle avait dit oui j'ai vu ça sur internet ou j'ai plus trop quoi, mais en tout cas elle a choisi quelque chose, j'ai pris la même chose qu'elle. Donc on se retrouve avec une espèce de soupe un peu rouge. Donc je me dis ok très bien, je commence à boire le truc et tout, en vrai pas mauvais mais étrange tu vois. Et là, je trifouille un peu ma soupe et je commence à voir des trucs étranges dans ma soupe. Genre des trucs que je sens que j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Et du coup, j'étais là, enfin bref, un peu paniquée. Bon, clairement, donc je vous spoil, hein, on a mangé une soupe de tripes dégoûtante de boyau, là. Et la sauce, c'était du sang. Bref, j'ai envie de décéder, rien que d'y penser. Moi, j'ai pas réussi à manger le truc. Dès que j'ai compris ce que c'était impossible pour moi. Et le truc assez drôle, c'est qu'il y avait une dame à côté de nous qui était un peu pauvre. Oui, parce qu'en fait, dans le marché, c'était des tables de 4. Et du coup, comme c'est très vite rempli, parfois, il y a des inconnus qui s'assoient vraiment proches de toi. Et nous, Naomi et moi, on était en face, on était avec cette soupe-là qu'on avait commencé à manger et qu'on commençait à se dire c'est vraiment bizarre, on commence à être là, je sais pas si on a envie de terminer. Et il y a une dame qui nous regardait, voilà, comme tu disais, un petit peu pauvre, avec ses yeux et qui regardait notre nourriture. Et nous, comme on veut pas gâcher, on se dit, bon, elle a l'air d'être intéressée de regarder.
est-ce qu'on lui proposerait pas, parce que c'est vrai qu'en Amérique latine, il y a quand même beaucoup de personnes pauvres. Nous, à chaque fois qu'on avait de la nourriture qu'on pouvait pas garder parce qu'en auberge, il n'y a pas forcément de frigo ou il y a pas forcément, enfin, on n'a pas forcément envie de remanger ce on a essayé, on le donnait dans la rue et les gens sont assez contents, voilà. Et là, on lui a proposé. Et elle était tellement heureuse. Mais en plus, on s'était dit, bon, on lui propose, mais elle va pas prendre notre soupe de tripes. En plus, ça, c'est une soupe. Enfin, tu vois, c'est pas genre un sandwich ou... Oui. Non, mais elle était trop contente. Elle nous a bénis, mais on nous a jamais bénis comme ça. C'est-à-dire, merci Dieu, merci pour pour ces personnes. Je sais plus ce qu'elle nous a dit. C'était trop marrant, elle nous a fait toutes ces bénédictions. Ouais. C'était super mignon. Et en fait, après, on a fait un walking tour où du coup, le guide nous a expliqué que ces soupes-là de tripes et de yeux et de n'importe de cerveau, foie, de cerveau. Ouais. En fait, les locaux, donc les Équatoriens, ils estimaient que quand on mangeait, par exemple, les yeux des animaux, on mangeait le foie des animaux ou n'importe quoi, ou l'oreille, ça permettait d'améliorer les fonctions, par exemple, de mieux voir, de mieux écouter, d'avoir un cerveau plus intelligent. Et du coup, c'est pour ça aussi que les gens étaient très heureux de manger ça. Alors que nous, à l'inverse, on était pas du tout. Mais on a goûté. Du coup, on recommande pas, mais vous pouvez aussi faire vos tests et goûter aussi. Et je pense qu'on a payé 1,50 €, quoi. Comme d'hab. Ouais, heureusement, hein, parce que ça manquerait plus qu'on ait payé plus, quoi. Une autre manière aussi de faire des économies, c'est de cuisiner en auberge. Enfin, je pense que beaucoup le savent, beaucoup le font, probablement. C'est une bonne manière de faire des économies, c'est une bonne manière de manger sain aussi, parce que vraiment, on mange quand même très mal en Amérique latine, notamment. Enfin, même en Asie, je présume, mais en Amérique latine, il y a quand même pas beaucoup de légumes, donc ça fait du bien aussi de pouvoir se faire ces petits plats et de pouvoir contrôler un peu ce que tu manges pour pas prendre des 15 kilos, quoi. Et en plus de ça, ça permet de rencontrer des gens. Enfin, c'est la meilleure manière de rencontrer des gens, c'est de cuisiner en auberge. Tu vapotes en cuisinant avec les gens, puis ensuite tu manges à la table avec les gens. D'ailleurs, je crois que nous, presque nos premiers amis qu'on s'était fait dans le voyage, c'était en cuisinant, parce que tu vois que la personne à côté de toi, elle te regarde comme elle veut te parler, donc tu lances un peu des sujets, et donc c'est vraiment sympa de temps en temps aussi de se poser, de pas aller au resto et de partager au sein de l'auberge avec les personnes. On arrive à la fin du premier chapitre. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va vous parler des activités et des transports et comment on a réussi à réduire ces coûts-là. On vous donnera également nos techniques de négociation imparables. À très vite! Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Salva Papote sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça nous aidera à gagner en visibilité. Merci et à très bientôt!